mutuelle des agents des services publics locaux, et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. 3,11 $ le litre de diesel, ça ne passe pas. La hausse des prix du pétrole annoncée par le président Emmerson Mnangagwa est un coup dur, très dur pour les Zimbabwéens. Car qui dit augmentation des tarifs des carburants, dit augmentation probable des produits de base. Le président Mnangagwa avait promis de restaurer l'économie après la chute de Robert Mugabe. Mais plus d'un an après sa prise de fonction, force est de constater que les résultats se font attendre. La pénurie menace, le chômage pèse, l'inflation grimpe. Le procès a eu lieu dans une salle comble, celle du tribunal de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Depuis décembre, Robert Lloyd Schellenberg est condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue. Mais ce lundi, au cours d'un deuxième procès à Dalian, la juge a rejeté ses explications. L'accusé a commis le crime de trafic de drogue. Par conséquent, le tribunal décide que l'accusé est condamné à mort et que tous ses biens personnels sont confisqués. Les États-Unis vont dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, a tweeté Donald Trump dimanche soir. L'attaque est brutale et elle est mal passée à Ankara et dans tout le pays, pourtant un allié de Washington au sein de l'OTAN. En cause, les velléités turques d'attaquer la milice YPG, milice kurde de Syrie, et alliée des Américains dans la lutte contre l'organisation État islamique. Après l'annonce critiquée du président américain de retirer les troupes en Syrie, il ne veut pas donner l'impression d'abandonner un partenaire précieux. La solution diplomatique pourrait passer par une zone de sécurité à la frontière turque. C'est l'idée défendue ce lundi par Mike Pompeo, le secrétaire d'État en tournée au Proche-Orient. Une solution plusieurs fois réclamée ces dernières années par la Turquie elle-même. Cesare Battisti, flanqué de policiers à sa descente d'avion à Rome. C'est l'image du jour en Italie. L'ancien activiste d'extrême gauche arrêté en Bolivie samedi à la faveur d'un mandat d'Interpol et renvoyé directement dans son pays, Matteo Salvini a revêtu l'uniforme du policier en chef pour l'occasion. Cesare Battisti, pour les Italiens, c'est un retour dans l'histoire, celle des années de plomb. 12 700 attentats commis par les extrêmes gauche et droite entre la fin des années 60 et le milieu des années 80. Plus de 350 morts. Voilà, c'est l'heure de Territoire d'info, deuxième partie de notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui sont nos partenaires, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios territoriales également et TV5 Monde. Et l'invité ce matin en direct sur ce plateau, bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste, merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour Oriane, bonjour, bienvenue, bon retour. Et Pascal Jalabert, bienvenue, bonjour. Bon retour. Vous dirigez le bureau parisien de 9 journaux de la presse quotidienne régionale et vous représentez ce matin sur ce plateau le Républicain Lorrain. Le Républicain Lorrain, merci d'être avec nous. Olivier Faure, tous les regards sont braqués aujourd'hui sur la ville de Grand-Bourgroude dans l'Eure. Le président de la République se déplace pour lancer ce débat national face à 600 élus. Pour vous, pour ce premier grand débat, qu'attendez-vous du président de la République, de ce contact, ce premier contact pour ce débat national? Bon, j'attends de sa part une clarification, parce que ce grand débat peut être utile. Il peut être utile. Mais ce n'est pas forcément la voie, pour l'instant, qu'il envisage de prendre, puisqu'il a exclu un certain nombre de retours en arrière. Il ne veut pas changer la politique qu'il conduit depuis près de 20 mois. Et donc, en mettant des obstacles, y compris à son propre débat, le risque, c'est d'avoir des Françaises et des Français qui se disent que c'est simplement de l'enfumage. Donc moi, je souhaite plusieurs choses. D'abord, que sur les thèmes qui sont amenés par le président lui-même, il n'y ait pas de tabou. Par exemple, sur l'impôt sur la fortune, il serait absurde de considérer que ce débat ne peut pas avoir lieu. Sur la fiscalité des plus riches, il est logique, quand on parle de justice fiscale, de pouvoir l'évoquer. Deuxième point, c'est que je souhaite que les conclusions qui seront tirées de ce débat ne soient pas tirées par le président seul. Ce serait là aussi absurde. Il ne veut pas être celui qui fait le tri seul entre ce qui est remonté, etc. Donc je souhaite
qu'à l'issue du grand débat, il y ait une négociation, une conférence sociale qui permette de remettre autour d'une table les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, les gilets jaunes aussi, et de faire en sorte qu'il y ait donc une négociation concrète pour les Une conférence sociale, vous dites. conférences sociales qui permettent d'avoir ensuite des mesures issues de ce qu'aura été ce grand débat. Enfin, Troisièmement, parce que je pense que les Françaises et les Français souhaitent avoir le dernier mot sur cette discussion, eh bien, qu'il puisse y avoir un référendum à choix multiples qui soit non pas la production du seul président, mais qui soit en fait la mise en question, la validation des différents compromis trouvés lors de cette négociation. C'est-à-dire Ariane qu'est-ce qu'il doit y Mancini. avoir dans ce référendum? Les résultats de la négociation. Imaginez par exemple que demain, de toute la France, remonte l'idée qu'il faille avoir un SMIC augmenté, des salaires qui puissent être revisités, que des minima de branche soient là aussi améliorés, qu'on puisse par exemple répondre à l'invitation de Laurent Berger de voir le SMIC comme salaire d'entrée, mais que ce soit un salaire qui soit finalement accessible à ceux qui rentrent dans l'emploi, mais qu'un an après, il y ait une obligation d'augmentation, par exemple, ça pourrait être une revendication portée. Eh bien, je souhaite que derrière, il y ait une négociation, patronat, Et toutes les questions syndicat. issues de cette négociation doivent être soumises aux Français Exactement. derrière, Et selon une fois que des compromis sont trouvés, parce que, évidemment, les Françaises et les Français qui vont s'exprimer vont exprimer beaucoup de choses très différentes et tout ne sera pas forcément possible en même temps, contrairement à l'expression présidentielle. Et donc, il faudra bien, à un moment donné, se mettre autour d'une table et commencer à compter, dire voilà ce qu'il est possible de faire, voilà ce qui n'est pas possible de faire, voilà quels sont les aménagements possibles. Mais pour que ce soit véritablement l'œuvre des Français eux-mêmes, cela suppose qu'ils puissent le valider ultérieurement. Pascal Jalabert. Vous allez encourager les maires, notamment les maires socialistes, puisqu'il en reste quand même beaucoup, à participer, à organiser, à s'impliquer. Comment? À participer, oui, assurément. Organiser, je ne suis pas sûr que ce soit leur rôle d'organiser, mais ils mettront à disposition des salles, feront en sorte que le débat puisse avoir lieu. Et moi, je souhaite que nos élus, nos militants, puissent d'abord venir écouter. Nous ne sommes pas exempts nous-mêmes de tout reproche, et donc il faut aussi que nous entendions ce que les gens ont à nous dire, et puis que nous fassions aussi part de nos propositions dans le domaine fiscal, social, démocratique, environnemental. Vous irez vous-même? J'irai moi-même. Pascal Jalabert. Vous avez parlé tout à l'heure des élus, des corps intermédiaires, qui sont quelque part des élus, puisqu'ils sont les syndicalistes sont élus par les salariés et les organisations patronales par les dirigeants d'entreprise. Mais les gilets jaunes, aujourd'hui, quels gilets jaunes mettre autour de la table? Quelle représentativité ils ont à vos yeux? Il y a plusieurs façons de fonctionner. Soit on prend les porte-paroles qu'ils se sont donnés, soit il y a un tirage au sort, soit, enfin, je ne sais pas, c'est pas à moi de construire en fait la façon dont ils souhaitent être représentés. Le tirage au sort, vous trouvez que c'est un bon moyen? Pour un mouvement qui considère qu'il n'a ni chef ni hiérarchie, le tirage au sort peut être une solution. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de dicter aux Gilets jaunes la façon dont ils veulent être représentés. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il faille effectivement à chaque étape les associer et leur donner la possibilité de vérifier que ce qui est réalisé l'est en toute transparence, en toute équité, et que au final, si vote il doit y avoir, il sera organisé de manière à ce que personne ne puisse le contester. Parce que de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une crise qui dure depuis des semaines entières, qui est à bien des égards inédite et qui peut très mal se terminer. Aujourd'hui, je fais le tour des vœux dans ma circonscription, je fais toutes les communes une par une, et je pense que la question qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce que cela peut se terminer? Et derrière cette phrase, il y a une crainte, celle d'un pays qui se divise plus profondément encore qu'il ne l'est, alors que je crois que l'aspiration profonde de tous, c'est de retrouver une forme d'apaisement, mais avec des compromis utiles qui puissent être trouvés, parce que aujourd'hui, il y a trop de situations de blocage dans ce pays qui doivent être relevées. Un mot sur la méthode avant de venir au fond, et notamment à l'ISF. Emmanuel Macron a envoyé une lettre aux Français pour cadrer ce débat. Des ministres ont été chargés de l'animer, Emmanuel Vargon, Sébastien Lecornu. Est-ce que pour vous, la méthode est la bonne? Est-ce que c'est aux ministres d'organiser, d'animer ce débat? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, et je pense que pour l'instant, il y a un certain nombre de fautes commises par le président et par son gouvernement. Interdire des débats, considérer qu'ils peuvent être animés par des ministres, annoncer que les conclusions seront tirées par le président seul, tout cela, en réalité, est en profonde contradiction avec ce que devrait être un grand débat
nationale. Mais pour autant, je souhaite donner sa chance à ce débat et surtout, je crois à la force de ce que les Françaises et les Français vont dire. Je crois que rien ne leur sera interdit en réalité. Et que s'ils viennent massivement pour réclamer, par exemple, le retour de l'ISF, personne ne pourra dire dans les salles de réunion, écoutez, il est interdit de parler de l'ISF. Alors justement, sur l'ISF, vous demandez un référendum sur cette question. Où en êtes-vous des signataires, puisque vous avez lancé un appel à signature ? Alors, on a lancé un appel à signature. Pour l'instant, ce qu'on appelle les Français à faire, c'est on les appelle à interpeller leurs propres sénateurs ou députés pour qu'ils puissent être dans les 185 signataires dont nous avons besoin pour pouvoir déposer une demande de référendum d'initiative partagée. Une procédure qui existe déjà, parce qu'on parle beaucoup du RIC, mais il existe déjà le RIP, et donc il y a cette possibilité qui est ouverte. Donc nous allons tenter d'y parvenir. Nous sommes avec l'ensemble des parlementaires de gauche environ 150, il en faut 185, il manque une quarantaine de parlementaires. Et donc, les parlementaires de gauche vont signer, y compris ceux de la France Insoumise, y compris les communistes ? Au moment où je vous parle, il y a une centaine de socialistes qui ont déjà signé, un peu plus de 100. Et puis, il y a, dans le week-end, 6 parlementaires qui ont rejoint, communistes, écologistes, insoumis, qui ont rejoint donc cette possibilité et qui ont associé leur nom à cette démarche. Pascal Jalabert. Oui, on a parlé d'impôts, donc beaucoup de ministres et le président disent il faut baisser des impôts parce que la pression fiscale en France est la plus élevée en Europe, après le Danemark. On a parlé aussi de baisse des dépenses. Quels impôts faut-il baisser ou supprimer ? Quelles dépenses faut-il baisser, Olivier Faure ? Alors d'abord, ce sera beaucoup le débat. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas un débat qui soit un débat à entrée unique. Et c'est ce que propose un peu le président de la République. Il nous dit, en gros, vous avez le choix. Soit vous voulez qu'on baisse vos impôts, et dans ces cas-là, on baisse les services publics, soit vous voulez qu'on augmente les services publics, on augmente vos impôts. La question ne se pose pas en ces termes. La question, c'est qui paye pour quel service ? Et donc, la question est plus large. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table depuis de longs mois que nous avons faites. Je pense à 2 propositions parmi d'autres. La première, c'est celle sur l'imposition des GAFA, notamment, mais donc c'est l'impôt Zuckman-Vallos, si vous voulez, qui est la possibilité de faire payer dans les pays où ils réalisent des bénéfices les entreprises qui aujourd'hui artificiellement, on dit optimisent, en fait font partir leurs bénéfices dans des paradis fiscaux et donc évitent de payer ce qu'ils doivent à notre pays. Ça, c'est une première suggestion qui a été pour l'instant repoussée à l'Assemblée par La République En Marche, mais je souhaite que nous puissions revenir avec cette solution dans les débats. Il y a un deuxième sujet que je veux mettre sur la table. Nous venons de faire la retenue à la source, le prélèvement à la source. C'était l'obstacle technique qui jusqu'ici s'opposait au fait que nous ayons un grand impôt sur le revenu qui permette d'associer à la fois l'IR, enfin l'impôt sur le revenu actuel, et la CSG. Pourquoi je dis ça ? Parce que la CSG est un impôt proportionnel et le même taux est appliqué à tous les Français, qu'ils soient riches ou pauvres, retraités ou actifs. Et donc, il faut retraités, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, effectivement, ils ont maintenant un peu plus que les autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce taux, qui est normalement unique, en réalité défie les lois de l'équité, puisque vous êtes imposé de la même façon que vous soyez millionnaire ou que vous soyez en fait smicard. Et donc, cela suppose de réintroduire de la progressivité, ce qui veut dire tout simplement que plus on est riche, et donc plus le taux augmente, ce qui est assez logique, puisque en réalité, l'impôt, c'est à chacun selon ses moyens, et puis les services publics, c'est à chacun selon ses besoins. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Olivier Faure, dans sa lettre aux Français, le président de la République évoque une transformation du Sénat. Alors vous la voyez comment, vous, cette transformation du Sénat ? Je pense que, d'abord dans ce débat, moi je recentrerai beaucoup les choses sur 2 grands sujets que sont à la fois le pouvoir d'achat et d'autre part la transition écologique. Et là, vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais j'y viens, mais simplement parce que je vois bien, en fait, l'opération de diversion qui peut être opérée. À vouloir tout embrasser, on n'embrasse plus rien. Et donc, je souhaiterais qu'on ne s'éparpille pas complètement et qu'on laisse à d'autres moments l'initiative de revisiter complètement la Constitution. Donc, c'est-à-dire que les institutions ne doivent pas faire partie du débat pour vous ? Il faut bien sûr qu'on parle de démocratie, et je ne suis pas hostile à cela, mais je ne voudrais pas non plus qu'à chaque fois on agite
quelques chiffons et on dise maintenant le Sénat, et que ce soit en fait vers cette réforme institutionnelle qu'on se dirige. Sans doute faut-il faire évoluer nos institutions. Elles ont vieilli, et y compris dans ces cas-là, faudrait-il poser non pas seulement la question des assemblées, mais aussi la question du pouvoir exécutif, parce que ce président est quand même extraordinaire. Il nous dit au fond, la crise c'est le Sénat, première nouvelle. La crise c'est l'Assemblée, là aussi première nouvelle. En revanche, l'exécutif, le président de la République, ça, on n'y touche pas, on n'en parle même pas. En gros, alors qu'en réalité, de vouloir faire passer la réforme des institutions par ce biais pour ne pas être embêté par les assemblées. Je crains qu'il ne cherche à opérer une opération de diversion et qu'il emmène le débat sur des sujets qui ne sont pas les sujets centraux. Et les sujets centraux qui le gênent, c'est une fiscalité plus juste, et donc la fiscalité du capital doit être convoquée dans ce débat. Et puis, c'est aussi la question de la transition écologique, parce que là, il y a une urgence. Et donc, on pourra faire les malins, mais on ne le fera pas très longtemps. Parce que ce qui a été opéré avec la taxe carbone, cette augmentation de la trajectoire de la taxe, augmentée de 55 milliards sur 5 ans, a rendu insupportable cette transition écologique aux yeux des Français. Mais il n'empêche que maintenant, il faut se poser la question de savoir comment on la finance. Parce qu'il n'est pas imaginable, là, de faire comme si rien ne se passait. On ne peut pas être des autruches qui enfouissons nos têtes dans le sable en attendant que le désert avance. Un mot rapidement pour parler du Sénat sur un tout autre sujet, puisque la commission des lois du Sénat entendra demain Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, elle entendra Alexandre Benalla lundi suite aux révélations sur ses passeports diplomatiques. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles auditions ? Tout simplement qu'elles permettent, comme elles l'ont permis dans un premier temps, de faire apparaître progressivement la vérité. Dans cette affaire, chacun l'a bien compris, on est très loin de la fable qui nous fut contée à l'été dernier par le pouvoir. Rappelez-vous du porte-parole du président de la République expliquant qu'il n'y avait pas d'affaire, qu'il ne s'était rien passé, que Alexandre Benalla avait été l'homme le plus sanctionné de la Ve République. Et il a fallu ces auditions pour se rendre compte que, d'abord, tout le monde mentait, ensuite qu'il n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait même été promu à l'issue de cette faute commise le 1er mai. Depuis, on découvre qu'il se balade dans le monde entier avec des passeports diplomatiques qui auraient dû lui être retirés. Et je veux bien que le pouvoir fasse comme s'il n'était pour rien dans rien, mais enfin, soit ils sont parfaitement incompétents, soit ils sont parfaitement cyniques et tiennent un double langage qui est inacceptable. Pascal Jalabert. Oui, l'actualité, c'est aussi les élections européennes. C'est le moment où les partis désignent leurs candidats et leur tête de liste. Ségolène Royal n'a pas l'air très motivée pour conduire la liste du Parti socialiste. Alors, est-ce que c'est à vous d'y aller à la dernière élection nationale des européennes, 99? C'est François Hollande, c'est le premier secrétaire qui conduisait la liste. Oui, alors d'abord, c'est pas que Ségolène Royal n'a pas envie d'y aller, c'est qu'elle a finalement, par sa décision vendredi dernier, tiré la sonnette d'alarme, expliqué que si le rassemblement est impossible, alors la gauche, parce que la question, c'est pas celle du Parti socialiste tout seul, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, il y a une alternative possible au pouvoir macroniste qui ne soit pas d'extrême droite. Parce que l'histoire telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle est simple à raconter. Le 26 mai, 20h, vous avez sur tous vos écrans de télévision une image qui s'affiche, qui est celle, en fait, d'une extrême droite qui est surpuissante, comme jamais. 26% pour Marine Le Pen, 7 à 8 points pour son allié direct Nicolas Dupont-Aignan. Une République en marche qui est très affaiblie, en dessous de 20%. Et donc, vous avez une alternative unique qui apparaît aux yeux des Français, c'est Marine Le Pen. Et vous avez un rempart exclusif à Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que la gauche veut vraiment ce résultat-là? Ce n'est pas ce que je veux, moi. Et donc, ce que je souhaite, c'est le rassemblement. Voulez-vous, mais est-ce que vous reprochez à d'autres personnalités de gauche de ne pas faire en faveur de ce rassemblement? Oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont l'esprit de boutique, qui pensent que la victoire, c'est 7 points. Qui pensent qu'à 7 points, ou même à 3 points, on est dans une grande victoire parce qu'on a réussi à continuer à exister soit seul. Qui a l'esprit de boutique, notamment Yannick Jadot, qui a refusé la main tendue par Ségolène Royal. Il y a aujourd'hui, je ne vais pas les citer parce que vous les connaissez très bien, mais il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent effectivement des toutes petites victoires et des toutes petites satisfactions à l'idée même de recréer une espérance à gauche, une espérance qui soit une espérance européenne, écologique, sociale, humaniste, féministe, et qui permette de faire avancer l'Europe dans un moment où on le voit bien. Et donc la crise que nous connaissons n'est pas seulement nationale, elle est européenne. Vous irez avec qui vous discutez? Vous pourrez vous prendre la tête de liste? Je souhaite que nous puissions opérer un large rassemblement, et je prendrai ma responsabilité
en fonction de ce qui se passera. Et moi, je souhaite pouvoir rassembler. Et donc, Pourriez ce à prendre quoi la je tête m'emploie, de ce large rassemblement. à quoi je m'emploie pour l'instant, c'est opérer ce rassemblement. Et je souhaite qu'il puisse se faire dans de bonnes conditions. Et je suis à la disposition de ce rassemblement, ce qui me paraît l'évidence. Un mot rapidement sur l'inventaire du quinquennat de François Hollande qui s'attirait d'ici la fin du mois. Est-ce que c'est un inventaire qui va être sévère ? Vous verrez, puisque d'ici la fin du mois, effectivement, j'aurai à tirer les conclusions d'un débat qui a eu lieu largement dans nos fédérations. Et donc, le 28 janvier, je prononcerai un discours qui tirera le bilan de ce que nous avons compris de notre échec et à la fois national et puis même européen. Justement, Olivier Faure, c'est les vœux du Parti Socialiste, au nouveau siège du Parti Socialiste à Ivry-sur-Seine. Vous souhaitez quoi à votre parti pour 2019 ? Très vite. Je lui souhaite beaucoup, le meilleur, mais je souhaite surtout que... Faire un bon score électoral ? Non, des plans, bien sûr que je souhaite... souhait. C'est toujours mieux de faire un bon qu'un mauvais score, mais je souhaite surtout qu'il y ait un grand réveil de la gauche, parce que la question, encore une fois, ce n'est pas l'avenir d'un dirigeant, ce n'est pas l'avenir d'un parti, c'est l'avenir d'une idée qui est bien plus large que nous-mêmes. Et aujourd'hui, cette idée, elle est menacée parce que nous sommes trop divisés. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, d'avoir été notre invité politique. Dans un instant, le débrief de l'actualité avec Yves Tréhard et Denis Jambard. Merci Oriane Mancini, merci beaucoup Pascal Jalbert. Au revoir, bonne journée, merci, au revoir. Voilà. Olivier Faure quitte ce plateau et font leurs entrées Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin, Yves Tréhard. Bonjour Yves, directeur adjoint bonjour à tous et de la bonne année à rédaction tous. du Figaro. Bonjour, bonne année. Bonjour et bonne année. À vous tous, et je vois qu'on a changé. Magnifique. Et vous avez vu qu'on a mis de l'eau dedans. Voilà. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup plus alcoolisé. Tous les regards. Vous parlez de quelles années là? De l'ancien monde. Voilà, tous les regards sont braqués aujourd'hui donc sur la ville de Grand-Bourgtroud dans l'Eure. On était tout à l'heure avec le président de l'Union des maires et des élus de l'Eure. Ce grand débat national commence. Est-ce que c'est, j'allais dire, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est un modèle pour la suite, Yves Tréhard, président de la République, qui va aller rencontrer les élus directs? Bon, d'abord, ça s'est déjà fait. On a déjà vu plusieurs fois des présidents de la République depuis le début de la Ve République qui allaient à la rencontre des Français et qui allaient dans des villages ou dans des petites villes. Certains allaient dans des familles, dîner avec les Français, comme Valéry Giscard. Comme Giscard d'Estaing qui était... Voilà. Bon, non, là, pour être beaucoup plus sérieux, on est quand même dans une période compliquée, de crise, comme rarement, et peut-être jamais d'ailleurs, notre pays n'en a connu sous la Ve République. Et l'enjeu est de savoir si ce grand débat national, qui est une grande première en France, qui est complètement étranger à notre culture. On a une culture, on le voit d'ailleurs, impulsive, d'une parole forte, violente, de la confrontation. Et là, on essaye de singer les Scandinaves ou les Suisses. Alors, on va voir. Moi, je souhaite que ça marche, sincèrement, parce que ça serait grave que ça ne marche pas pour notre pays. Moi, je souhaite sincèrement que les Français puissent s'exprimer et qu'il en sorte quelque chose, puisqu'après tout, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il en sorte quelque chose. Simplement, vous voyez, déjà, la contestation est là. Les Gilets jaunes, qui sont les premiers demandeurs, sont les premiers partis, puisqu'ils ne veulent pas, pour beaucoup d'entre eux, participer à cela. Qui va faire la synthèse? Il y a quand même un amateurisme autour de l'organisation de ce grand débat qui est fort et qui a été renforcé par le fait que la présidente de la commission du grand débat a été obligée de démissionner et de rendre son tablier. Denis Jambard, vous avez entendu Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc, bon, il dit on va dans la concertation, ensuite je veux une conférence sociale et ensuite probablement un référendum. Donc lui, il le voit en 3 étapes. Et vous? Oui, on voit bien ce qu'il essaie de faire, c'est de remettre de la démocratie représentative, c'est-à-dire des échelons, des intermédiaires, dans cet exercice inédit, comme vient de le dire Yves, de démocratie directe. Donc ça, c'est la conférence sociale qu'il appelle de ses voeux. Oui, mais si vous voulez, la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'il n'y a plus rien entre le sommet de l'État, le président de la République, et disons la société aujourd'hui, ou la masse, le peuple, enfin le peuple, ça recouvre des tas de gens. Donc c'est en ça que la crise est extrêmement grave à mon avis, et que le grand débat dont il faut
comme l'a dit Yves, vraiment souhaiter la réussite. Parce que si ça ne marche pas, là, le chaos est assuré. Ça ne sera pas le grand débat, ça sera le grand dérapage et je ne sais pas vers quoi on va. Et si vous voulez, le chef de l'État, à mon avis, a pris un très grand risque là-dessus et il poursuit d'une certaine manière ce qu'il a entrepris au moment de son élection. C'est-à-dire qu'il veut être en dialogue direct avec le peuple. Et on en a l'illustration aujourd'hui avec cette première rencontre. Donc, il caricature d'une certaine manière, avec ce grand débat, la situation dans laquelle il s'est mise. Et s'il ne réussit pas, alors là, comme le dit Yves, tout peut se passer dans ce pays. Yves Tréhard parlait il y a un instant de l'impréparation de l'organisation de ce grand débat national. Le fait que 2 ministres, au fond, vont le piloter, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Non, alors je trouve que, vous voyez, c'est là où c'est intéressant, parce que il y a 2 ministres, alors tout de suite, il y a des critiques qui disent, avec justesse oui, ça va être encadré par le gouvernement. C'est quand même le gouvernement qui est au pilotage. Et puis, idée soumise par le président de la République en disant, on va y avoir un comité des sages, ou du Premier ministre plutôt, qui dit, on va demander au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil économique et social, de nommer quelqu'un. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On regarde la lettre du président de la République, qui remet en cause, de façon, je dirais, entre les lignes, et qui dit aux Français, il faudra peut-être s'interroger sur l'avenir du Sénat et sur l'avenir du Conseil économique et social. Et ça correspond à ce que je viens de dire. Et c'est vrai que sur les ronds-points, il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent, mais à quoi sert le Sénat? Je suis désolé, c'est très désobligeant de dire ça, mais alors qu'on est dans ces locaux. Mais c'est quand même étonnant, vous voyez, il y a une défiance généralisée qui fait que, de toute manière... Mais c'est un paradoxe, parce que quel que soit le cadre organisationnel de ce grand débat, il serait contesté par les intéressés, quoi qu'il arrive. Denis Jeanbart, le Sénat, c'est la chambre des territoires. Donc la chambre des territoires, on voit bien que les élus elle a sa fonction. Les élus locaux eux-mêmes ne veulent pas se mêler de cette affaire-là, parce qu'ils ont peur, pour cette raison, de passer à la trappe et d'être à leur tour eux-mêmes discrédités. Ouais. Si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette situation, c'est pour ça que je souhaite vraiment que ça réussisse, c'est que c'est la mort de la politique, d'une certaine manière, de la politique comme moyen d'élever le débat, de sortir de, comme disait Durkheim, de l'opinion de la masse, pour que s'élève au-dessus une opinion plus réfléchie. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, ça ne soit pas l'opinion générale de la société, mais c'est ça. Je veux dire, moi, ce qui m'inquiète vraiment, alors moi, je suis un grand défenseur de la démocratie représentative, c'est-à-dire de l'Assemblée, du Sénat, des mairies, des corps intermédiaires, des syndicats. Quand vous avez plus ça, que vous remettez tout ça vous tombez dans la démocratie d'opinion. Vous tombez dans la démocratie d'opinion, et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est comme ça que naissent les totalitarismes. Absolument. Et c'est comme ça que, parce que ça se termine toujours par du totalitarisme. Et ça, c'est vraiment ce dont il faut se méfier, parce qu'on le voit bien à l'intérieur de l'Europe, il y a une tentation totalitaire néanmoins. Vous voyez, avec quand même, c'est la course à l'échalote de la démagogie entre les pays d'Europe centrale, mais bon, je les mettrai un peu à part. Mais il y a une tentation quand même chez beaucoup d'électeurs, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, avec des agitateurs politiques, des responsables politiques qui jouent avec les allumettes de cette démagogie, et ça peut très mal se terminer. Et donc ça, il faut vraiment s'en garder. Avec des élections européennes quand même, en bout de course, là, rapide. Ah oui, mais bon, qui ont... somme toute, un effet limité, puisqu'on sait très bien à quoi sert le Parlement européen. Mais le scénario a très bien été décrit par Olivier Faure, de ce qui va se passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'elle fait très peu de fautes, il faut quand même le dire, Marine Le Pen est dans une situation très confortable. Elle dit rien. Très confortable. Elle dit rien. Elle n'est pas très démagogique vis-à-vis des Gilets jaunes, elle comprend, etc. Mais elle n'est pas comme l'irresponsable Mélenchon, disons-le, qui est sans cesse met du bois dans l'incendie. Elle reste comme ça à côté, mais elle est avec eux sans en rajouter. Et donc on voit bien, moi j'ai trouvé que Olivier Faure décrivait exactement le scénario du 26 mai. Pour revenir à Emmanuel Macron, aujourd'hui, comment il peut désinstitutionnaliser pour apparaître comme plus proche des gens? Non, il ne faut pas qu'il se désinstitutionnalise, justement, parce que ça serait grave. Si vous voulez, il ne va pas arriver dans ce village de Normandie en tapant sur l'épaule des Gilets jaunes et en allant boire du Calvados. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut qu'il reste à sa place de président de la République, mais surtout, il faut qu'il, dans sa solennité, il faut qu'il reste humble. Et il faut surtout qu'il écoute. Et regardez, c'est toujours le naturel qui revient au galop avec lui. Samedi ou vendredi dernier,
il ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a certains Français qui sont rétifs à l'effort. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller dire ça? Et ça lui a déjà coûté suffisamment cher, toutes ces histoires de traverse la rue, de pognon de dingue et tout, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont justes dans ce qu'il dit, mais c'est pas comme ça qu'on parle aux Français. Et ben, il en paye les... Voilà, il ne faut pas qu'il réitère ce genre d'attitude. Denis Jeanbart, vous vouliez dire un mot d'un livre, le livre de Karen Aïch, Maman est là. De ce climat d'inquiétude qu'on vient de décrire, c'est Maman est là de Karen Aïch, c'est une femme formidable, c'est un livre extraordinaire. C'est une femme dont la fille est née à une maladie génétique très rare, la maladie de Sanfilippo, et qui a décidé de tout lâcher pour pousser la recherche scientifique à trouver des solutions. Et elle en trouve, elle a levé des millions et des millions d'euros et de dollars en France, aux États-Unis. Et elle est la démonstration vivante qu'on peut vaincre la fatalité de la maladie. Et c'est une leçon d'espoir et un exemple à suivre. Et vraiment, ça mérite d'être lu pour retrouver un peu de morale dans ce pays. C'est votre coup de cœur, hein, Ah oui, c'est un vrai coup de cœur. HarperCollins, l'éditeur Karen Aïch, Maman est là. Merci Denis Jeanbart, merci Yves Tréhard. Merci. On vous retrouve évidemment mardi prochain. Dans un instant, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques hier soir et les matinales d'infos ce matin à côté de chez nous. À tout de suite. S'est enfermé dans son bureau de l'Élysée, qu'Emmanuel Macron a peaufiné sa lettre jusqu'à la dernière minute ce week-end. C'est quand même un joli chemin pour la France et c'est une initiative audacieuse pour le gouvernement, puisqu'on a dit pas de tabou. Toutes les questions sont sur la table. Mais il ne dit pas de questions interdites, Emmanuel Macron. Il dit on ne changera rien à ce qui a été fait par le gouvernement. Donc oui, ça veut dire qu'il y a des questions interdites. Oui, il refuse de revenir sur la suppression de l'ISF. Il refuse de supprimer le CICE. Donc les gens, ils doutent aujourd'hui de l'impact de ce débat. Et malheureusement, le président de la République, dans son courrier hier, il n'a pas rassuré. Il n'a pas rassuré parce qu'il ne nous a pas dit à la fin comment les désaccords politiques qui allaient s'exprimer dans ce débat allaient pouvoir être tranchés. La défiance vis-à-vis des personnels politiques, ça date pas d'hier. Oui, nous espérons aussi que ça ne sera pas une thérapie de la parole, parce que rien ne serait pire, au bout du compte, que les Français ne soient pas écoutés et qu'il en sorte quelque chose de concret. Mais dans cette lettre, il manque beaucoup de mots. D'ailleurs, ça a été rappelé par d'autres. Le pouvoir d'achat. Les questions, elles sont pléthoriques. Elles vont un peu dans tous les sens. Elles ressemblent à un pot pourri. Mais ce que nous souhaitons, nous, c'est certes qu'il n'y ait pas d'interdit, sauf évidemment des choses qui fragiliseraient les institutions ou les acquis sociétaux, et que ce débat ne soit pas confisqué. Le gouvernement a imaginé un nouveau dispositif qui garantit l'indépendance pour que ce débat, les Français puissent s'y engager en toute liberté. Emmanuel Vargon va être en charge de l'organisation pratique de ces débats. Sébastien Lecornu, qui est ministre délégué en charge des relations avec les collectivités territoriales, va donc se concentrer sur l'information et l'animation, si j'ose dire, du réseau extraordinaire de maires en France. Emmanuel Macron nous avait habitués à déconstruire la France. Maintenant, il nous propose de la bricoler. C'est tout le problème d'ailleurs de l'offre du président de la République. D'abord, c'est que c'est une offre qui est orientée. On le voit bien d'ailleurs, ce soir, les deux pilotes sont des membres du gouvernement. On nous avait parlé d'indépendance au début. Bon, je vois que tout ça, c'est fini. Ça ressemble à une reprise en main. Ça n'est pas une reprise en main pour une raison toute simple. C'est que si mes deux collègues sont chargés de l'organisation et de l'animation du débat, il y aura aussi un comité de suivi avec un membre de chaque groupe parlementaire, opposition et majorité, et des garants, des sages, si l'on peut dire, qui garantiront la neutralité du débat. Pourquoi Emmanuel Macron est-il devenu si vite le bouc émissaire du pays ? Parce qu'il a suscité un espoir immense, que les Français sont impatients, parce qu'il faut un certain temps pour que les mesures déjà prises se mettent en œuvre. Et quand vous suscitez un immense espoir, il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience qui se manifeste en ce moment. Voilà le Zap Matin qu'on retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Également, voilà dans un instant Territoire Sénat. On vous y retrouve, à tout de suite.